Alors, pour son numéro 2, Scientifique Guerre et Histoire nous fait un dossier sur l'opération Barbarossa. Or, l'opération Barbarossa, il y a déjà eu 50 dossiers sur cette question dans toute la presse de Militaria depuis des années. Donc, on sait déjà tout sur cette question, non? On sait tout. On sait beaucoup. On ne sait probablement pas tout, notamment sur les origines politiques et diplomatiques. Là, je pense que c'est un des gros chantiers qui reste ouvert aujourd'hui. On sait beaucoup de choses au niveau militaire, mais je doute fortement que le public français en sache tant que ça, précisément parce qu'il a été abreuvé pendant longtemps par une certaine historiographie qui tombait en pâmoison devant les exploits de la Wehrmacht. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est de cerner en 26 pages les raisons d'un paradoxe énorme. C'est que la Wehrmacht a en effet accompli une campagne fulgurante qui a détruit l'armée rouge en 3-4 mois. Il ne reste plus rien de l'armée rouge qui s'est alignée le 22 juin aux frontières, environ à la fin octobre. Ils ont pris près de 3 300 000 prisonniers, ils ont détruit un matériel gigantesque qui représente 4 à 5 fois les stocks qu'avait l'armée allemande, et pourtant, le 2 janvier 1942, après la contre-offensive soviétique devant Moscou, Hitler dit à Jodl, le chef des opérations de l'OKW, la guerre est probablement perdue. Tout le paradoxe est là. Comment, après une campagne aussi extraordinaire que celle qu'a réussi la Wehrmacht, dès la fin de la campagne, les Allemands reconnaissent qu'ils ont perdu la guerre. C'est ce qui nous a motivés. Ils le reconnaissent entre eux. Entre eux, oui. Pas publiquement bien évidemment, voilà. Mais il y a cet aveu que Jodl fera à Nuremberg, au moment où il est interrogé par les Américains. Il dira « Personne au monde ne savait mieux que le Führer que la guerre était déjà perdue au 1er janvier 1942 ». Et moi j'ai retrouvé une petite mention toute bête dans le journal de guerre de l'OKW, où il y a le compte-rendu pris en sténo de conversations qui sont faites en présence d'Hitler, et Hitler dit la même chose. Il dit « Nous avons probablement perdu la guerre contre les Soviétiques ». Il veut dire, je pense qu'il faut l'interpréter un peu autrement, il veut dire on a perdu ce qu'on pensait, on a raté la guerre éclair, la campagne éclair. Il ne veut sans doute pas tout à fait dire que toute chance d'arriver à un arrangement avec Staline est perdue. Mais en gros, il est obligé de réaliser ses rêves de conquête de toute la Russie d'Europe dès 6 mois après le déclenchement de la guerre. Est-ce qu'on peut établir un lien entre ce paradoxe énorme entre ce qui, au final, s'avère être un échec gigantesque. Un échec stratégique complet. Un échec stratégique complet, alors que toutes les apparences sont celles d'un immense succès tactique, et même opérationnel. Est-ce qu'on peut établir un lien entre ce paradoxe-là et l'immense méconnaissance que les Allemands, leur état-major et leur renseignement ont de l'URSS, de son peuple, de son économie et de son armée, avant de déclencher l'opération Barbarossa? Méconnaissance, oui et non. Il y a eu un énorme effort de compréhension du pays qui a été organisé autour d'un conseiller d'ambassade à Moscou qui s'appelle von Walter, qui est un homme remarquable qui a été étudié par un historien allemand qui s'appelle Dieter Pohl et qui montre que les Allemands pouvaient savoir beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien voulu entendre. Et qu'en effet, ils ont bâti leur campagne de Barbarossa sur un certain nombre d'hypothèses qui partent toutes d'un jugement extraordinairement négatif porté sur l'armée rouge, le régime stalinien et le peuple soviétique en général. Les sources de ces jugements qui se sont révélés être faux sont extrêmement nombreuses. Il y en a qu'on connaît. La misérable prestation de l'armée rouge contre la Finlande, par exemple, a montré à Hitler que on avait là une armée qui était... Qu'est-ce que c'est que cette armée qui, à 1 contre 3, n'est pas capable de venir à bout de la minuscule Finlande? C'est un peu court comme jugement, parce qu'ils auraient dû analyser un peu plus finement. Mais les Allemands se sont contentés d'écouter les rapports de ces deux... Il y avait deux sections de renseignement qui avaient été envoyées auprès de Mannerheim et qui interrogeaient les prisonniers soviétiques qui avaient été pris par les Finlandais. Et ces prisonniers soviétiques décrivaient un véritable chaos dans l'armée rouge, des problèmes de commandement absolument considérables, et les Allemands n'ont retenu que cela. Ça, c'est une première donnée. Il y a une deuxième donnée, c'est au moment du partage de la Pologne en septembre 1939, quand la Wehrmacht rencontre sur le fleuve Bug l'armée rouge.
quand ils sont partagés la Pologne le 17 septembre, les 2 brigades mécanisées soviétiques qui arrivent sur le Boug sont dans un état épouvantable. Elles sont totalement dépenaillées et Guderian qui est là a une impression calamiteuse de ces soldats et de cette armée. Il aura une réunion spéciale avec Hitler où il lui expliquera sa très mauvaise impression et ça a tellement marqué le Führer qu'il en parlera encore jusqu'à la veille de Barbarossa. On en trouve un écho dans le journal de Goebbels. Il est certain que c'est quantité négligeable. Il y a une chose qui est très curieuse quand même, c'est que les Soviétiques ont remporté une victoire absolument extraordinaire et étonnante contre les Japonais au mois d'août 1939 aux confins de la Mongolie, la fameuse bataille de Khalkhin-Gol, qui aurait quand même dû mettre la puce à l'oreille aux Allemands, leur montrant que dans l'armée rouge, il y avait des chefs compétents, Zhukov, et qu'il y avait un matériel de premier ordre. Mais la Mandchourie, la Mongolie, c'est loin. L'ambassadeur allemand à Tokyo n'a pas fait son travail alors qu'il aurait eu les moyens, par ses contacts en Chine nationaliste, de savoir ce qui s'était passé. Bref, rien n'est arrivé à Berlin sur cette chose qui aurait dû quand même mettre la puce à l'oreille des Allemands. Et puis il y a un fonds qui est un fonds culturel peuple aux Allemands, propre aux Allemands, qui est une des facettes de la vision stéréotypée qu'a le peuple allemand du peuple russe, parce que c'est plus compliqué que ce que je vais vous dire maintenant, mais en gros, pour les Allemands, ce peuple russe, il est culturellement inférieur. Ce qu'il a eu de grand, les grands moments de son histoire, c'est dû à des arrivées de colons germaniques ou à des souverains d'origine germanique comme la Grande Catherine. Ça, c'est un vieux fond qui s'est réactivé à ce moment-là. Pour l'Allemand, le Russe, c'est un sauvage, en fait. Un véritable sauvage. Et puis, il y a un quatrième élément, je vous les donne un peu pêle-mêle, c'est au temps de la coopération militaire entre la Reichswehr et l'armée rouge. Dans les années 20 et jusqu'en 1933, vous le savez, suite aux accords de Rapallo, les Allemands ont eu la possibilité d'entraîner sur blindés et sur avions un certain nombre d'équipages dans le nord de la Russie et du côté de Kazan. Et il y a un certain nombre de grands officiers, de futurs commandants allemands, comme Hoth et surtout Manstein, qui ont eu l'occasion d'approcher les cadres de l'armée rouge. Et ils en ont tiré là aussi une impression calamiteuse. C'était avant les grandes réformes de Toukhatchevski. Et les Russes leur ont montré que ce qu'ils ont voulu leur montrer. Donc là aussi, l'impression est négative. Et puis enfin, il y a les souvenirs de la Première Guerre mondiale. Cette armée tsariste qui n'a jamais fait le poids, qui s'est rapidement désagrégée. Ce système de transport ferroviaire qui n'a pas été capable de concentrer suffisamment vite l'armée russe. Ces usines de guerre qui s'arrêtent au bout de 6 mois faute de courant électrique. Ces troupes qui se retrouvent sans balles ni munitions, qui sont péniblement ravitaillées par les Alliés. Tout ça forme un peu le background culturel et historique des généraux allemands et les amène à se forger un jugement qui est globalement négatif.